أنساتي سيداتي سادتي أيها الحضور الكريم سعيد بلقياكم من جديد في هذه الساعة المتبكرة من العشية. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, comme je suis heureux de vous retrouver tous ici sur le plateau TV, c'est FIA 2016. Si nous avons traité la logistique ce matin et son importance, cet après-midi, nous avons le plaisir ensemble de voir comment se présente l'industrie agroalimentaire dans les 10 années à venir. Et surtout, quels sont les défis que doivent relever les industriels. Pour ceci et pour cela, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés, sous vos applaudissements, M. Nabil Abid, Managing Director chez ABM. Mais également, représentant le groupe Safilé Group Bell, M. Mohamed Raïta, il en est le directeur général. Bienvenue à bord. Nous allons passer 30 minutes ensemble, dans le bon sens du terme, pour expliciter les tenants et les aboutissants de cette politique agroalimentaire, mais aussi et surtout voir comment se présente l'avenir. Alors, deux chiffres clés pour dire que le secteur agroalimentaire est très important. 6% du PIB et il génère 40% des emplois. Climat économique plutôt mitigé, comme dans beaucoup de pays, avec seulement 1,3% de croissance prévue en 2016. Côté environnemental, plusieurs problématiques sont à traiter, les ressources naturelles sur le long terme, la pénurie hydrique à venir. Cependant, le point positif reste le moral des consommateurs marocains qui est relativement en bonne position. Messieurs les intervenants, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous le savez, j'en suis absolument sûr, que pour définir quelle doit être la vision stratégique de l'industrie agroalimentaire, une étude a été confiée au cabinet Roland Berger avec à la clé un certain nombre de recommandations. L'enjeu est de taille à travers ce contrat programme. Il s'agit bien sûr d'encourager les investisseurs et d'augmenter la contribution de l'industrie agroalimentaire au PIB. Qu'en est-il? Quel est le diagnostic? Quel est le constat de fait à valeur d'aujourd'hui? Quelles sont les projections à faire d'ici 2025? Qu'en est-il du développement international? Connaissant la prise de risque et l'investissement recherche et développement pour proposer des produits à forte valeur ajoutée, qu'en est-il du marché africain, de l'Asie et de l'Amérique? Dans un premier temps, un constat, tout de suite après une feuille de route 2025, et je vais me permettre de donner la parole au directeur général de Safilé Group Bell, M. Mohamed Raïta, pour nous entretenir à ce sujet et pour planter le décor. Tout de suite après, M. Nabil Abid prendra la parole pour aller dans le détail. On va se donner une quinzaine de minutes, 20 minutes maximum, et puis bien sûr, faire le plaisir d'écouter les questions de notre honorable audience. Si Très bien. Raïta, à vous la parole. Ok, alors je me représente juste un petit peu en détail. Bien sûr. Je suis directeur général de Safilé. C'est la marque Jibel, donc c'est dans le domaine laitier. Mais en même temps, je suis directeur général de deux sociétés en amont. Une société qui fait 2000 hectares avec 2000 vaches laitières, qui s'appelle AgroPlus. Et puis une société Sotagri où on a 500 hectares des agrumes et d'oliviers. Donc, de manière très symbolique, je représente de la fourche à la fourchette. Donc vous êtes la personne idoine, Raïta, pour nous expliquer un petit peu toute la chaîne, voilà, son évolution et qu'est-ce qu'on prépare pour 2025. Je suis vraiment 30 ans aussi bien dans l'amont, laitier, fruits, etc., que dans l'industrie, que dans l'aval qui est la distribution, parce qu'on est représenté sur tout le Maroc avec 11 agences, 250 camions, etc. Donc c'est vrai que bon, je suis comme un utilisateur, je ne représente pas toute la filière, mais un point important, c'est que j'ai reçu l'invitation pour ce débat à midi.
Donc, je vais quand vous êtes réactif et que vous avez de la proactivité, non, ça veut dire que c'est magnifique. D'accord, c'est ce qu'on demande aux industriels. Ça veut dire que je vais parler de manière concrète. C'est ce qu'on demande et c'est ce que demande le public et l'audience présente ici. Exactement. Alors, je vous donne la parole et vous essayez un petit peu de nous expliciter les tenants et les aboutissants et surtout ce constat aujourd'hui. On parle de plan Maroc vert, de plan émergence industrielle. Qu'en est-il exactement et comment vous vous comportez vis-à-vis de ces différents plans? Très bien. Donc une chose de manière très sincère, c'est-à-dire qu'on va parler de contraintes, de problèmes, etc. Mais il faut qu'on se dise de manière très, très honnête, c'est que le Maroc connaît de très grandes avancées. Donc lorsque quelqu'un les vit au quotidien, parfois il ne les voit pas, mais on est en train de faire beaucoup d'améliorations sur beaucoup de plans. Ça c'est important, c'est que sur le plan des autorités, des interprofessions, il y a beaucoup de travaux qui sont en train de faire. Et sincèrement, le plus important pour moi, c'est le plan Maroc vert. Moi, comme j'ai dit, donc, je suis ce plan à la fois dans l'amont, l'aval et la transformation. Il y a des avancées considérables et vraiment, donc, c'est depuis une dizaine d'années. Le privé, le public et les partenaires travaillent vraiment de la même manière. On travaille avec des plans d'action, avec des business plans, etc. Et ça devient très important. Donc là, pardon de vous interrompre, donc là vous êtes entièrement satisfait du partenariat public-privé dans le cadre du plan Maroc vert? Entièrement non, jamais. Voilà. Parce que donc je suis Alors satisfait. Alors donnez-nous deux ou trois éléments qui puissent nous éclaircir pour nous dire ça marche, ça ne marche pas. Très bien. Juste si quand vous avez dit je plante un peu le décor. Tout à fait. Autant je suis satisfait quand je dis je, donc bon, je suis quand même dans des fédérations, dans la FLIN, le FEMALE, etc. Donc je suis satisfait du plan Maroc vert. Autant je ne suis pas satisfait. Est-ce que c'est une perception? Est-ce que c'est un problème de communication? C'est un plan émergence? Je vois, sincèrement, on ne voit pas, ça ne va pas avec le même rythme que le plan Maroc vert. Sur la distribution sur Rawaj, qui a commencé avec le plan Maroc vert, on ne voit vraiment rien. Donc ça, c'est pour le décor. Le plan Maroc vert, on voit des avancées considérables, concrètes, etc. Sur l'émergence industrielle, c'est pas perceptible. C'est pas clair. C'est pas clair. Est-ce que je suis pas au bon certaines réunions, mais sur le plan vraiment en tant qu'utilisateur qu'industriel, on ne voit pas encore l'apport de manière concrète. Très bien. Rawaj, pour moi, c'est un échec. Donc ça, c'est un peu pour planter le décor. Maintenant, je reviens à votre question. Si vous permettez, moi, je résume la chose, bien sûr, comme de l'amont, l'aval et bien sûr dans le corps qui est l'industrie. L'amont, je suis plus confiant parce que le grand problème qu'on a vécu donc, il y a une certaine année, donc depuis 15 ans, 10 ans, c'était en fait l'atomisation ou la bancalisation de l'offre fournisseur. Donc on a par exemple dans l'élevage une moyenne de 3 vaches par fournisseur, c'est pas bon, on a des petites parcelles. Là, le Maroc vert est en train de résoudre ce problème avec l'agrégation. Ça veut dire aujourd'hui, même si on a une offre qui est donc de fournisseurs qui est atomisée, avec l'agrégation, on fait de la formation, on fait donc ces petits fournisseurs sont en train de s'améliorer grâce à l'agrégation. Donc c'était un grand problème qui est en cours de résolution et qui est le premier contrat programme qui était 2009-2014 a donné des fruits extraordinaires et c'est en cours. Donc moi je suis un peu confiant sur le plan amont. Avec ce plan Maroc vert. Le problème qui reste en amont, c'est un problème de prix. Et pourquoi? Parce que nous... Un problème de prix. D'accord. Et qui peut même causer des disparitions de fournisseurs. Je m'explique. Nous, les industriels, parfois, compte tenu des pouvoirs d'achat qui restent faibles au Maroc, on ne peut pas faire d'augmentation de prix. Par exemple, moi, je suis dans les produits laitiers, et il y a des produits qu'on n'a pas augmentés depuis 15 ans. Donc, lorsque notre agriculteur, qui est notre fournisseur, subit par exemple des augmentations de prix à l'international, il nous demande d'augmenter. Et comme on ne peut pas répercuter donc, en aval, on a ce problème. Et là, c'est un très grand problème, sincèrement, qui touche l'amont.
directement. Donc c'est le pouvoir d'achat des consommateurs qui se répercute carrément sur la qualité, sur l'amélioration, etc. de l'âme. Donc l'amont, de manière générale, je suis confiant grâce au Maroc vert. Avant de passer à l'aval, qui est le plus important pour moi, c'est la locomotive et on va y arriver. Je reste dans l'industrie elle-même. C'est les facteurs de production. Bon, c'est tout à l'heure, j'ai dit que on est satisfait, mais pas à 100%. Et là, j'ai des exemples. Ces plans fonciers, le Maroc a toujours des problèmes. Sur tout le territoire marocain? D'abord, c'est en tant que politique. Donc, politique. Quand je dis, il y a des choses en cours importantes auxquelles on participe. Je donne un exemple, par exemple, ces plans de tout ce qui est cadastre, les papiers. Maintenant, je sais, rien que dernièrement, donc, il y avait un conseil d'administration pour la conservation et on va dématérialiser tout ce qui est document. Ça veut dire moins de rendez-vous, de problèmes, on peut accéder à des choses. Ça, c'est une chose importante, mais qui est en cours, on n'a pas encore les fruits. Il y a les prix des fonciers. Hier, j'étais avec un Français. L'hectare en France coûte moins cher qu'au Maroc. Et je ne dirais pas uniquement en France, en Europe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc hier, un Français m'a parlé en Normande 1000 € à l'hectare. Et ici ici, on ne trouve pas. Et lorsqu'on trouve, c'est 150. C'est excessif. C'est excessif. Est-ce que vous avez soumis cela aux autorités compétentes? Comme maintenant je suis en train de brasser beaucoup de problèmes, chaque fois on soumet et je suis certain et je sais qu'il y a des études en cours, des choses, parce que on est en train de résoudre beaucoup de choses qui proviennent de longtemps. Tout ce que le Maroc, le partenariat public-privé, il a résolu les terres de Saudia et Sogeta dans ce sens-là. Et ça commence à donner des fruits extraordinaires. Par exemple, les terres collectives, et on a des millions d'hectares aujourd'hui. Donc Sa Majesté a annoncé donc toute une réorientation, mais sur le plan décret, etc., on ne voit pas encore rien. Et là, c'est des millions d'hectares on ne peut pas demander de crédit, on ne peut rien faire. Qui existent, qui sont exploités, mais on ne peut rien faire parce que c'est le plan vraiment patrimonial. Donc, on ne peut pas vendre, on ne peut pas demander des crédits, on ne peut pas demander beaucoup de choses. C'est un grand morceau que le Maroc est en train d'attaquer. Donc, de manière générale, le foncier pose encore problème. C'est le plan gestion, c'est le plan prix, c'est le plan organisation, etc. Alors, mis à part le foncier, quels sont les autres? Rapidement, effectivement. Ouais. Donc, moi, j'annonce les titres et on peut rentrer. Donc, il y a l'énergie, de manière paradoxale, alors que le pétrole, je parle bien sûr, c'est le dernier train des dernières années. Le pétrole a diminué. Aujourd'hui, l'ONU est en train de facturer aux industriels des augmentations depuis 2014, 2015, 2016. Donc, on est en train de subir vraiment le contraire. Ouais. Donc, problème énergie, problème de fiscalité. Fiscalité aujourd'hui. Ce qui est incroyable, c'est que le Maroc, lorsqu'on exporte des choses brutes, c'est exonéré. Lorsqu'on fait rien que l'emballage, on est taxé. C'est des choses incroyables, c'est-à-dire que c'est contre l'export. Donc, le poids de l'impôt au Maroc, IS 30%, TVA 20%, etc. Donc, ça ne peut pas nous rendre compétitifs par rapport à nos amis turcs, enfin chinois, etc. Donc, le poids de la fiscalité est encore très lourd. Je ne parle pas des salaires. Donc on arrive jusqu'à 45, 44%, etc. Donc la formation aussi. Moi, en tant qu'utilisateur, il y a des postes qu'on demande depuis 3 ans qu'on ne trouve pas sur le marché. La chance aujourd'hui, par exemple, notre trésorier Afki Ben Saleh, comme M. Contant, il le connaît. On a aujourd'hui des Français, des Algériens, des Tunisiens, etc. C'est tant mieux, c'est international. Mais ça prouve quoi? Ça prouve qu'on n'a pas aujourd'hui ce qu'il faut au Maroc. Donc c'est une formation sincèrement décalée. Quel genre de profil Le profil sincèrement le plus important aujourd'hui, c'est la maîtrise, pas les cadres supérieurs. Et dans la maîtrise, c'est la maintenance industrielle. C'est tout ce qui est technique. Vraiment, c'est la maîtrise. Là, on n'en trouve pas. D'ailleurs, la preuve, lorsque par exemple des grandes sociétés comme Renault et compagnie arrivent, elles raflent tout ce qui existe sur le Maroc et carrément ils le raflent sans le vouloir, mais c'est une réalité. Ils le prennent carrément chez les autres industries. Lorsque Renault, par exemple, je la nomme, mais c'est un exemple, c'est bien pour le Maroc, mais on sait qu'il y a d'autres sociétés qui vont s'installer à Kenitra, etc. Donc tout ce qu'ils vont faire, c'est de rafler les techniciens qui existent chez les autres. Donc aujourd'hui, la formation au Maroc, il y a un décalage entre ce qui est enseigné, pas totalement, donc sur les finances, sur le marketing, etc., mais sur vraiment la technique. Et quand je dis technique, ça va de l'amont, de l'élevage, des agréments, etc., jusqu'à l'industrie. L'informel?
Oui, c'est un point, je vais en parler dans l'aval. Dans l'aval. Carrément en aval. Peut-être dernier point rapidement pour ne pas prendre tout le temps. C'est toujours dans les factures, c'est la productivité. Est-ce qu'il est logique que le SMIC marocain est beaucoup plus inférieur que l'Europe et on se retrouve au finish moins compétitif? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas efficient. La productivité n'est pas là. Et là, c'est ce que j'attends, moi, par exemple, des plans émergents, c'est ça. Il faut encourager. Donc, il y a des programmes internationaux, Lean, Boost, etc., etc. Au Maroc, à part un peu de la théorie, c'est le plan pratique, on n'est pas efficient. Malgré que notre SMIC soit très bas. Ben c'est ça le problème, c'est que lorsque l'espagnol... Où est le problème exactement si c'est pas... C'est très simple, c'est que lorsque je nomme des pays, mais à titre d'exemple, lorsque un travail est fait par un espagnol, il faut 10 Marocains pour le faire. Et donc on se trouve... Et là c'est l'efficience, c'est-à-dire que comment on travaille, quel est l'outillage, quelle est la motivation, il y a beaucoup de choses. Au-delà de salaire, il y a beaucoup de choses. Et que, par exemple, nous, on a de la chance aujourd'hui d'appartenir à un groupe international qu'on est en train de faire. Mais je connais beaucoup l'industrie parce que j'ai supervisé tout un groupe sur le plan textile, etc. Je sais qu'on perd beaucoup. C'est parce que je parle de manière générale. Donc ça, c'est un point. Alors, pour revenir à votre question, c'est le plan aval, c'est le plan distribution. Comme vous le savez, le local au Maroc, c'est 80%, c'est la distribution traditionnelle. Et je dirais tant mieux, je dirais tant mieux parce que lorsque les GMS augmentent, les rapports changent complètement. Mais malheureusement, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure Rawaj. Autant donc on a sur beaucoup d'avancées certains secteurs, autant sur le secteur industriel. Donc l'offre n'est pas respectée, les gens ne sont pas très bien organisés, ne sont pas encouragés. Aujourd'hui, on brasse 80% des cash lorsqu'on vend au traditionnel, c'est des cash, avec tous les problèmes de fiscalité, tous les problèmes etc. Il suffit par exemple de faire que des cartes électroniques à ces gens-là et ça va marcher. Donc la distribution traditionnelle qui pèse 80% aujourd'hui des marchés marocains, elle est encore délaissée. Pour moi, elle est délaissée. L'export, sincèrement, c'est que les autorités font beaucoup de choses, mais sincèrement, c'est que à part les salons, ils nous aident pour organiser, etc. Sur le plan concret, je ne vois pas, c'est que c'est chacun pour soi. Je peux me tromper, tout à l'heure j'ai dit une chose, c'est parfois il y a des perceptions. Parce que nous, on exporte par exemple les agrumes, etc. On n'est pas encore dans le produit laitier, on n'exporte pas. Mais il faut qu'on cherche nos clients nous-mêmes, nos marchés nous-mêmes. Lorsqu'on se pointe chez le public, il nous aide, mais il n'y a pas cette comme la Turquie par exemple, où vous voyez que c'est comme si vous avez un directeur avec vous. Donc il vous aide, individualiser beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, l'export, et sincèrement, donc, vous l'avez dit dans l'introduction, aujourd'hui, l'indice de la consommation, il est bon, mais attention, le pouvoir d'achat n'est pas très bon. Avec la sécheresse, avec tout ce qui est l'importation en fait de la crise financière, etc. Aujourd'hui, le pouvoir d'achat n'est pas très bon. Donc, il nous faut des ouvertures vers l'export et on souhaite que les pouvoirs publics font comme le plan Maroc Vert, quelque chose de vraiment concret, concerté, etc. Alors, sur un dernier point, c'est vrai que deux grands mots restent au Maroc. C'est l'informel. Et quand je dis l'informel, c'est à deux titres. Informel en contrebande, et on ne l'a pas uniquement au nord, on l'a sur l'oriental, on l'a même au sud. Donc on a l'informel, et on a parfois même informel de production. Lorsque vous prenez par exemple en été des glaces ça se font dans des garages aujourd'hui, avec pas d'hygiène, pas de sécurité, avec quels ingrédients, on ne sait pas. Donc il y a encore l'informel aussi bien en trading qu'en industrie. Et donc voilà, donc en résumé. Donc. Merci, vous nous avez amené au début, M. Raïta, véritablement dans un rêve, et là on a fait un choc mou par rapport au process concernant le foncier, l'énergie, la fiscalité, les salaires, la formation et la productivité en amont, la distribution, l'export, le pouvoir d'achat et l'informel en aval. Il me reste un point que j'ai oublié. Parce que qui est positif ou qui... Non, parce que le rôle aujourd'hui, j'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé par dire qu'il y a beaucoup de choses positives. Très bien, oui, non, ça j'ai compris. Et quelqu'un qui n'a pas visité le Maroc depuis 10 ans, il serait très surpris. Parce que nous, dedans, on ne voit pas, mais je suis là pour dire les choses à améliorer. Tout à fait. Donc il reste un point que j'ai oublié, c'est les retards de règlement. Le Marocain parle, mais je vous dis, il y a parfois nos grands clients, parfois ils paient sur 12 mois. Il y a des clients qui financent leur investissement avec l'argent des autres, des fournisseurs.
Et il y a vraiment des gens qui paient à 6 mois, 1 an, etc. Et là, sincèrement, ça, pour les PME, c'est très, très dangereux. Malgré toutes les réglementations qui ont été adoptées dernièrement. On dirait que ça reste encore théorique, mais dans la réalité, il y a ça. Donc il faut un jour crier haut et fort pour préparer 2025. C'est ce que je fais. Nous applaudissons très très fort Monsieur Raïta Mohamed, directeur général de Safilé Groupe Bell, pour toutes ces informations. Sans transition, Monsieur Nabil Abid, managing director, dans un premier temps, qui est et que fait ABN? Bonjour à tous. Nabil Abid, donc pour une présentation rapide, je suis tunisien de naissance, marocain de mariage et français de naturalisation. D'accord, jamais 203. ABN, c'est une entreprise spécialisée dans le froid industriel et le traitement d'air et qui agit au Maroc depuis une quinzaine d'années. Et je ne suis pas ici au nom d'ABN uniquement, je suis ici au nom d'Équipe Agro, qui sont... Voilà. Et qui vont venir tout à l'heure avec nous pendant une heure entière pour nous expliquer des tas de choses. Tout à fait. Équipe Agro, c'est une soixantaine d'entreprises de la région Rhône-Alpes en France qui sont des équipementiers de l'agroalimentaire, qui ne vendent pas uniquement de l'équipement, puisque des membres d'Équipe Agro vendent également du service, de la prestation d'ingénierie. Donc il y a un concentré de savoir-faire qui sont... Aujourd'hui, il y a une dizaine ou une douzaine d'entreprises qui sont présentes. J'ai un petit catalogue ici. Et le ballon que vous voyez d'ici, qui est tout en haut, c'est le stand d'Équipe Agro sur le salon, si vous avez envie d'aller visiter, de regarder ce que fait ce groupement. Voilà pour la présentation. Donc, alors qu'en est-il, monsieur Nabil Abid, aujourd'hui? Juste rapidement pour terminer, les compétences d'Équipe Agro peuvent aller depuis l'ingénierie jusqu'au accompagnement dans n'importe quel métier de l'agroalimentaire. Et en passant bien sûr par tous les équipements. Je vois ici quelques fournisseurs de portes rapides, d'ingénierie pour faire des usines clés en main en agroalimentaire ou dans le poisson, etc. Donc voilà pour la présentation. Qu'en est-il? Notre vision en tant qu'équipementier ou fournisseur français du Maroc, c'est clair qu'on a deux volets. Le premier volet, déjà, c'est géopolitique. C'est quand même le pays qui paraît le plus stable de l'extérieur. Et tant mieux pour le Marocain et tant mieux pour la région. Et le deuxième volet économique, c'est un pays en mouvement. Pour rejoindre ce que disait M. Reita, c'est clair que le Maroc est un chantier. Moi, je connais le Maroc depuis... Je vois Ahmed Chara là-bas que je salue. Je connais le Maroc depuis une trentaine d'années aujourd'hui. Et c'est clair que l'évolution de ce pays sur les 15 dernières années est tout simplement exceptionnelle. Merci. Quand on voit les réseaux autoroutiers, quand on voit les investissements, quand on voit Maroc vert, quand on voit... Donc tout ça, ça fait vraiment plaisir et ça donne envie de revenir. Le problème, c'est que ça ne donne pas envie qu'à nous, ça donne envie à tout le monde. Et du coup, c'est très, très, très compétitif. Voilà. Puisqu'on va trouver des Indiens, des Chinois, des Italiens. C'est tant mieux pour le Marocain, mais après, la problématique, justement, c'est devenir compétitif. Comment acheter la bonne prestation, le bon produit. Je ne suis pas en train de dire que le produit français est le meilleur, mais souvent, on a même des industriels qui se trompent. Bon, bah, ça leur coûte 2-3 années d'hésitation et puis après, ils reviennent à des décisions. Donc aujourd'hui, pour revenir à votre question, qu'en est-il? Le pays avance à son rythme, fait énormément de progrès, mais ce qui reste à faire est 100 fois plus important de ce qui a été fait. D'accord. En termes de qualité de produit, le consommateur va devenir de plus en plus exigeant. Et la glace dans le garage ne sera plus acceptable quand il y aura des associations de défense de consommateurs dignes de ce nom. D'accord. L'informel, l'État de toute façon il a besoin d'argent et trouvera des solutions pour que l'informel baisse petit à petit. Au moins, il sera sûr de récupérer sa TVA. Est-ce que sur 15 ans, excusez-moi de vous interrompre, M. Nabil, est-ce que sur les 15 dernières années, l'informel a baissé ou il est resté à son chiffre? Je ne le connais pas exactement. Je ne pense pas qu'il ait baissé en pourcentage. C'est-à-dire qu'en volume, il n'a pu qu'augmenter. D'accord. En pourcentage, je dirais qu'il est constant parce que les autorités se sont occupées de l'infrastructure, ce qui est louable. Ils ont bien raison, voilà. On prépare le terrain, on fait des autoroutes, on fait des chemins de fer, on fait des bases qui permettent justement à différentes professions de fonctionner. Mais c'est clair que
il reste énormément à faire sur la qualité des produits, sur la régulation de l'informel, sur l'organisation industrielle pour être plus productif, parce qu'aujourd'hui, arriver à l'autosuffisance, c'est super, c'est très bien, mais exporter, c'est une autre paire de manches. C'est pas demain que le Maroc vendra un yaourt en Europe. C'est même pas la peine de rêver. C'est pas demain que le Maroc vendra un poulet à l'Europe. Donc il en vendra peut-être en Afrique. Et encore, pas face à des Brésiliens ou des Argentins. Ou des, Donc ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, sur les produits agroalimentaires transformés, le Maroc n'est pas compétitif. Il arrive à être compétitif sur des produits quand il est seul. Donc si on parle d'agrumes, si on parle de melon de Marrakech, ou si on parle de produits effectivement où il arrive à être compétitif vis-à-vis d'un Espagnol, et encore, mais sur des produits, dès que c'est transformé, il est absolument pas compétitif. Donc c'est pas demain qu'on va voir du yaourt marocain en Espagne. Peut-être sur les années à venir, c'est un des défis. Les années à venir, voilà. Ça dépend. Il y a deux façons de voir les choses. Ou on reste dans une approche très difficile où il faut ramer, ou on se met à rêver. Donc on peut très bien dire, demain, moi j'ai besoin de plus de personnes, j'ai la matière première à la maison et je me fais imprimer par mon imprimante 3D mon steak et mes frites. Tout à fait. Bon. Dans 10 ans au Maroc, non, je pense que c'est très loin. Ouais. Mais aujourd'hui déjà, vous avez Amazon qui sait livrer des pizzas toutes chaudes avec un drone à Paris. Tout à fait. Donc voilà des choses qui peuvent nous permettre de voir un tout petit peu comment va évoluer le marché, entre autres de l'agroalimentaire. Mais si on revient aux industriels, je pense que ce qu'il faut qu'ils regardent, c'est beaucoup pour améliorer la productivité dont avait parlé M. Reita. C'est au-delà de la compétitivité ou de la productivité plutôt des opérateurs, c'est également les consommations. C'est-à-dire aujourd'hui, on a des ratios de consommation d'énergie, d'eau, d'emballage, de matières premières, de coproduits, etc., qui est très importante. Et c'est ce qui fait que les produits marocains ne sont pas encore compétitifs vis-à-vis d'un... Je donne juste un chiffre. Vous prenez je suis expert dans le froid industriel, donc vous prenez une chambre froide négative ici au Maroc, elle consomme 100 kWh électriques par mètre cube et par an. En Europe, on a déjà fait des chambres qui consomment 12. Donc on est à un rapport de pratiquement de 1 à 8 ou de 1 à 10. Donc voilà les gisements justement d'économie, comment économiser de l'énergie, comment utiliser des fluides qui respectent l'environnement, comment consommer moins. Et voilà les défis qui attendent tous les industriels de l'agroalimentaire, qu'ils soient dans les fruits et légumes, qu'ils soient dans la volaille ou qu'ils soient dans le lait. Bien, donc c'est bon, mais c'est pas si bon que ça. Il reste du chemin à faire. Il y a beaucoup de choses à faire et à améliorer. Donc, après cette présentation du constat, après quelques clins d'œil sur l'avenir, je vais revenir vers M. Reita pour nous dire un petit peu quels sont les défis les plus importants que devraient relever les industriels de l'agroalimentaire pour espérer aller mieux. S'il vous plaît. Tout de suite après, si M. Nabil Abid souhaite intervenir à nouveau. Sinon, nous donnerons la parole à l'audience pour des questions. C'est Mohamed Reita. Ok, donc pour moi, ce qu'il faut améliorer, c'est en fait les contraintes dont j'ai parlé. Donc je résume rapidement en 2 minutes. Pour moi, la locomotive de tout, bien sûr, c'est l'aval. Et en local, comme j'ai dit, donc on a 80% de la distribution. Il faut qu'on encadre tout ce monde, améliorer, donc, etc. C'est important. L'export, un pays, aujourd'hui, avec l'internationalisation, un pays qui ne fait pas l'export va subir l'import parce que c'est obligatoire et on se trouve déficitaire aussi bien sur le plan national que sur le plan vraiment industriel. Donc l'export, il est vital pour le Maroc. Je pense qu'il y a des choses qui sont en train d'être faites mais ne sont pas encore perceptibles. Deuxième chose, sur le plan facteur de production. Le plus important pour moi, c'est l'élément humain. Et c'est ça qui est en train de faire la force du Maroc. On n'a pas de pétrole, on n'a pas beaucoup de choses, mais on a l'élément humain, mais ça demande encore beaucoup de choses. Ce que je disais tout à l'heure, ce décalage entre le besoin à moyen et long terme et ce qu'on fait, il y a des choses importantes, mais il faut le corriger. Le deuxième chose, tous les autres contrats énergie, fiscalité, etc., les choses sont très claires. Alors pour résumer, j'ai 2 points. La première chose, c'est le partenariat public-privé. C'est extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'avant, il y avait des gens à Rabat
qui réfléchissait, mais de manière théorique, et qui envoyait aux gens. Ça marchait pas. Les privés. Mais maintenant, depuis quelques années, au moins sur les 5-10 dernières années, est en train de s'améliorer. Ce partenariat, donc on a un langage commun. Très bien. Donc les centraux, ce qu'on appelle les centraux, ils ont quand même tout un background à notre disposition réglementaire, réflexion, etc., études. Et nous, on leur dit notre vrai problème et ça donne des fruits, c'est encouragé. Donc partenariat public-privé. Deuxième chose et dernière chose, je suis très optimiste, de manière même si on subit beaucoup de choses, on est sous pression. Et lorsque tout le monde le sait, lorsqu'on est directeur général, on doit livrer des résultats en fin d'année. Donc toutes ces contraintes, nous, on les trouve dans notre PNL, dans notre compte d'exploitation. Mais malgré ça, je suis très optimiste parce que tous les plans qu'on est en train de voir du Maroc, j'ai parlé de plan Maroc vert parce que je suis dedans, mais il y a le plan halieutique, le plan tourisme, le plan émergence, il y a beaucoup de choses. On est en bonne voie. Conclusion, je suis optimiste. Dans 25 ans, je suis certain que nos enfants, peut-être moi, je me rapproche à la retraite et seront mieux, Inch'Allah. Inch'Allah. Si Nabil rajoutait quelque chose par rapport aux défis? Par rapport au défi, je vais juste rester sur la vague optimiste quand même. C'est clair que quand on voit Mais vous y croyez? Bien sûr, j'y crois. Vous savez, il y a un événement extrêmement important, je pense que tout le monde est au courant, qui s'est passé hier, qui est la signature entre le Maroc et la maison Boeing de venir installer un écosystème qu'ils ont appelé de 120 entreprises dans la zone de Tanger. On annonce officiellement 1 milliard d'euros d'export et 8700 emplois, mais ça, il s'agit du direct. Mais si chaque entreprise sous-traitante, elle a 10 sous-traitants, c'est absolument exceptionnel pour le Maroc et Boeing n'a pas choisi de s'installer parce que vous êtes beau. Il a choisi de s'installer parce qu'il a trouvé l'infrastructure, parce que l'accessibilité au marché européen est facile, parce que l'accessibilité au marché asiatique est plus proche, etc. Donc c'est clair que tout ça, ce sont des signaux qui donnent envie de continuer à être optimiste et de continuer à combattre justement tous ces points négatifs pour que le Maroc continue à avancer. Merci, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, audience, merci d'applaudir très très fort nos deux intervenants de ce matin. Le lien automatique que nous faisons entre les interventions et bien sûr l'audience. Ce petit clin d'œil pour un jeune qui nous fait le plaisir de nous accompagner depuis le début, qui est Zakaria Dinia et qui nous dit hop, 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 un hectare en France est moins cher qu'au bled, délocalisons-nous alors. Merci Zakaria de nous apporter ce petit élément optimiste. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la parole est à vous. Voilà, pas tous à la fois. Comme je le dis toujours, la première question est la plus difficile. Nous passons à la deuxième question. Si la deuxième question est difficile, eh bien, on fera le nécessaire pour qu'elle ne le soit point. Messieurs, dames, à vous la parole. J'ai déjà une personne ici. Alors, en sortant ce matin, ma chère épouse m'a dit « Tu ne rentres pas à la maison si tu ne ramènes pas 3 questions. » Madame, une question? Non. Madame qui était la plus fidèle parce qu'elle était là depuis une question commence avec monsieur, avec Marie qui est dans les parages, en la remerciant pour sa disponibilité. Auriez-vous juste la gentillesse de vous présenter, de dire quelle est votre fonction et quelle structure vous représentez? L'Inde. Vous avancez un petit peu et le problème est réglé. Monsieur. Bonjour tout le monde. Merci pour les intervenants ou les conférenciers de votre apport à ce qui se passe au niveau du Maroc, effectivement. Je suis d'abord consultant douane au Maroc. Donc, je m'appelle Sfraoui Mourchid. Et donc, quand j'ai entendu parler, vous entendre parler, j'ai compris qu'il y a beaucoup de choses, effectivement, qui sont faites. Il y a beaucoup de choses qui doivent être faites.
faites et qui vont se faire de toute façon, parce que c'est ça l'objet de toute... je suis économiste de formation, donc je ne peux que traiter un peu les aspects économiques. Par rapport à ce qui a été dit, moi je dis une chose, c'est que l'administration, la relation publique-privée, elle est pratiquement très très bien. Par rapport à ce qu'il était il y a 5 ans, ou 6 ans, ou 10 ans même, c'est vraiment un rapport de partenariat plus qu'un rapport de force. Super. Il faut le noter parce que c'est important, je sais ce que je dis. La preuve en est que par rapport à l'aspect informalité, dans le secteur agricole ou dans tout secteur, vous avez à ce niveau-là, vous avez un rapport qui a été établi de partenariat avec l'administration, et l'administration fiscale marocaine a fait en sorte que les produits qui rentraient en contrebande, pourquoi? Le problème c'était quoi? C'était que les produits de contrebande étaient plus compétitifs bien sûr au vu de la fiscalité qui était applicable. Et donc, ils ont baissé la fiscalité de tous ces produits-là, de façon à faire une concurrence entre produits entrés régulièrement. Ça donnait un bon résultat, je peux vous l'assurer, parce qu'il y a beaucoup de produits qui, aujourd'hui, rentrent dans le circuit officiel. Ça, primo. Secondo, le Maroc est signataire de plusieurs accords de libre-échange avec l'Europe, avec les États-Unis, avec les pays arabes, avec la Turquie notamment, et tous, avec la Ligue arabe, bien sûr. Ça fait que beaucoup de produits rentrent au Maroc et peuvent partir du Maroc dans un cadre préférentiel. Et quand je dis cadre préférentiel, c'est des fiscalités qui sont en moins, c'est des barrières douanières qui sont en moins, etc. Donc là, ce sont des côtés que je dirais un peu positifs. Et d'ailleurs, l'exemple de Boeing est très important à souligner. Il n'y a pas que lui, il y en a d'autres. Ça veut dire que le choix sur le Maroc, c'est parce que le Maroc présente ou leur offre des choses qui peuvent être intéressantes pour tout industriel et tout investisseur. Maintenant, par rapport à ce qui se fait, bien sûr, il y a le temps, il y a la durée, il y a la culture. Et ça, c'est un autre problème qui est important. Le Marocain n'est pas compétitif par rapport à l'Espagnol ou à l'Européen en général. C'est normal parce que le système de production européen n'est pas le même. Il y a une intensité capitalistique, tout le monde le sait. On utilise plus de machines ailleurs que chez nous. Ça, c'est un autre problème. Mais il y a aussi ce que je voulais, et ça, peut-être pour aller vite et laisser peut-être l'occasion. C'est une contribution, c'est un parti pris où vous souhaitez avoir une question bien précise à nos deux intervenants. Parce que, en averti professionnel que vous êtes, vous avez fait une très très belle introduction. Après que nos experts aient planté le décor et nous expliqué, est-ce qu'on peut avoir vos questions ou vous êtes interpellé sur quel point et quel élément, s'il vous plaît? Moi, bon, l'agriculture, je suis venu par hasard ici. Hein. C'est un hasard qui vous mènera, Inch'Allah, sur de bonnes routes. Voilà. D'accord. Mais je voulais souligner surtout les produits du terroir. Et ça, c'est un créneau qui n'a pas été évoqué. Je crois que c'est un créneau qui est très porteur au Maroc parce qu'il y a beaucoup de produits qui sont des produits spécifiques, spécifiquement marocains. Et peut-être que là, il y a quelque chose à faire pour les investisseurs. Et voilà. Voilà, donc vous voulez interpeller M. Reita et M. Abid sur tout ce qui est produit du terroir et savoir ce qu'il en est exactement. Merci Marie pour nous accompagner, pour voir s'il y a d'autres questions, d'autres interpellations. Avant le mot de réponse d'abord et les éléments de réponse de nos deux intervenants. Pas tous à la fois, hein? C'est la chaleur qui fait ça? Non, hein? Alors peut-être qu'on répondrait à monsieur par rapport à ces produits du terroir, aller dans le sens de cette réflexion un petit peu qu'il a. Il a parlé de l'informel également. Peut-être c'est Reita ou monsieur Nabil Abid. Bon, l'informel, vous en avez parlé, vous avez donné même la réponse. C'est-à-dire qu'il y a une évolution, etc. Voilà. Pour les produits de terroir, le Maroc vert, il a conçu des filières. Donc ça va des céréales, de laitiers, etc. Et il y a une filière, donc produits terroir, il y a une filière biologique. Et sincèrement, moi je suis tout à fait d'accord avec vous parce que c'est à forte valeur ajoutée. Lorsque l'hectare de blé donne 10 000 dirhams, on peut avoir au moins 10 fois cette valeur avec un hectare de terroir biologique, etc. Mais ce que je sais, c'est que c'est vraiment, il y a de très grandes avancées aussi. Il suffit de rentrer de Maroc vert, vous allez trouver cette filière, donc ça avance très bien. Merci. Nabil Abid, peut-être quelques précisions?
Là-dessus, c'est clair que si on prend les deux niches, justement, ou des produits du terroir ou les produits bio, aujourd'hui, si l'agroalimentaire en Europe, qui reste le plus grand marché mondial, on n'a pratiquement pas de croissance. On est à 0, plus 0,1%, moins 0,1%, ça dépend des années. Les produits bio font une croissance moyenne de 10% par an. Donc c'est clair que le consommateur aujourd'hui est à la recherche de produits de plus en plus sains, entre guillemets, ou naturels. Donc c'est clair qu'on va s'orienter ou vers le produit bio et ou le produit du terroir. Et le Maroc est quand même très très riche. La cuisine marocaine est réputée mondialement. Et si on en va effectivement dans ces niches-là pour aller présenter sur des marchés à l'international des produits du terroir, ils ne peuvent que rencontrer du succès, ça c'est clair. Merci. Peut-être un mot de la fin, vu que le nombre de questions n'a pas été aussi important. Oui, on va conclure un petit peu pour respecter notre timing également. Nous sommes exactement à 35 minutes depuis tout à l'heure. Donc merci pour les gens présents, pour des gens même qui sont là-bas, qui sont en train de nous écouter. Comme j'ai dit, donc, je suis vraiment fier de ce qui se passe. On n'est jamais satisfait pour améliorer parce que le monde est en mouvement et nous sommes donc obligés de nous améliorer. Mais je suis certain, avec toutes les réunions auxquelles je participe, aussi bien en FENAGRI que avec les ministères, il y a de très grandes avancées. Donc on a de quoi être optimiste et fier en tant que Marocain. Amen. Vous qui êtes dessus, bénissez-le. Moi, je voulais simplement rajouter, c'est du moment qu'il y a cette prise de conscience, aussi bien c'est les autorités publiques que chez l'intervenant privé, cette prise de conscience est extrêmement importante pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse développer, pour qu'on puisse améliorer. Et cette prise de conscience, elle est quand même palpable et on le sent dans tous les secteurs d'activité, enfin notamment le secteur agroalimentaire. Merci. Un optimisme certain, un optimisme qui n'est pas béat. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, beaucoup de choses restent à faire. Les défis à relever sont nombreux, certes, mais je pense que nous avons aujourd'hui le potentiel pour le faire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ainsi prend fin cette émission, toujours sur CFIA.tv. Je remercie l'audience, mais sans transition. D'abord, je vais remercier M. Raïta de nous avoir accompagnés, d'avoir répondu véritablement à la minute près pour être avec nous sur ce plateau TV. M. Nabil Habib va rester avec nous et il va être rejoint pour la conférence, d'accord, Équipe Agro, par M. Yannick Magoné ou Majoné, qui est le directeur commercial de Blezat. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Matzapé ou Maya, s'il vous plaît, parce que ce que va annoncer, ce que vont faire pendant 45 minutes le groupe Équipe Agro est tout à fait intéressant et unique.